Nous voici à Nauru, petite île perdue dans le Pacifique Sud. Vu de la plage, c'est un décor paradisiaque. Mais à l'intérieur des terres, c'est un paysage lunaire. Tout a commencé à la fin du 19e siècle, lorsque les colons allemands découvrent que l'île est recouverte de phosphate, un minerai utilisé pour fabriquer des engrais. Pendant près d'un siècle, Allemands, Australiens, puis les habitants de Nauru eux-mêmes exploitent massivement cette ressource, au point de faire du pays l'un des plus riches du monde par habitant, dans les années 1980. Mais les mines ont ravagé 80% des terres, détruit le lagon, et quand les cours du phosphate se sont effondrés, l'économie s'est écroulée. Aujourd'hui, Nauru cumule pauvreté, problèmes de santé et absence de perspective. Et pourtant, pour tenter de se relever, l'île pourrait une nouvelle fois tenter d'exploiter des ressources minières, mais ce coup-ci directement dans les fonds marins. Commençons en tentant de comprendre de quoi on parle. Si on appelle souvent la Terre la planète bleue, c'est parce qu'elle est recouverte à 71% par les océans. L'entièreté de la vie sur Terre en est issue, et sans eux elle ne serait tout simplement plus possible. Ils régulent le climat, absorbent une grande partie des émissions de carbone rejetées par les activités humaines, et produisent la majorité de l'oxygène que nous respirons, en plus d'abriter une biodiversité fascinante. Puis dans ces océans, il y a l'océan profond, c'est-à-dire au-delà de 200 mètres de profondeur. Ici, la pression est extrême et la lumière absente. Avec une profondeur moyenne de 3700 mètres et des abîmes comme la fosse des Mariannes à plus de 11 000 mètres sous la surface, ces espaces sont par nature hors de portée de l'homme. Et pourtant, à la fin du 19e siècle, l'humain a découvert dans les fonds marins ceci, les nodules polymétalliques. Ces cailloux de la taille d'une pomme de terre sont localisés à la surface du sol des plaines abyssales, entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. En 1965, l'ouvrage The Mineral Resources of the Sea de John L. Merrow révèle le potentiel économique de ces cailloux des fonds marins, qui contiennent des métaux très prisés dans notre économie. Alors depuis les années 2000, des industriels cherchent à extraire ces nodules du fond des océans. C'est ce qu'on appelle le deep sea mining. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre pourquoi certains s'obstinent à vouloir aller extraire des métaux plusieurs kilomètres sous la surface et quel danger cela fait peser sur les océans. Parmi ceux qui espèrent tirer profit de ces fonds marins, il y a un homme en particulier, le Canadien Gerard Barron, PDG de l'entreprise The Metals Company, créée en 2011 sous le nom de Deep Green Minerals. Pour obtenir un contrat d'exploration afin d'exploiter des nodules polymétalliques dans la zone Clarion-Clipperton, une vaste étendue du Pacifique central très riche en minéraux, la société de Gerard Barron doit obligatoirement être sponsorisée par un État. Ce mécanisme, prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, devait initialement permettre aux pays en développement de participer à l'exploitation des ressources marines. Mais dans les faits, ce modèle est détourné. Car si, comme l'indique la Convention, l'entreprise parrainée doit avoir la nationalité de l'État en question, il suffit cependant qu'une entreprise occidentale crée une filiale dans le pays concerné pour avoir le droit d'obtenir son parrainage. C'est ainsi que naît Nauru Ocean Resources, NORI, une entreprise basée à Nauru, mais appartenant à 100% à l'entreprise canadienne The Metals Company. En 2011, elle obtient un contrat d'exploration de 75 000 km² dans la fameuse zone Clarion-Clipperton, attribuée par l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, en étant sponsorisée officiellement par le gouvernement de Nauru. Dans les 10 ans qui ont suivi, l'entreprise TMC a acquis TOML, une entreprise parrainée par l'État de Tonga, puis Marawa, parrainée par le Kiribati, lui octroyant 2 nouveaux blocs à exploiter dans la zone Clarion-Clipperton. Alors que la Convention de 1982 était censée favoriser un développement harmonieux et le développement général de tous les pays, en particulier les États en développement, les réalités montrent que les petits États pèsent bien peu dans la balance face à des entreprises occidentales, obligeant certains comme Nauru, qui étaient au bord de la faillite, à octroyer leur parrainage en échange de quelques rentrées d'argent. Ceci étant dit, après 10 ans d'exploration, TMC ne peut toujours pas commencer à exploiter les nodules, car aucun code minier n'a été édicté, ce qui est indispensable. Mais en 2021, l'État de Nauru déclare son intention de demander un permis d'exploitation, ce qui oblige l'AIFM à adopter un cadre réglementaire rapidement. Si une demande est faite par un État, le Conseil adopte les règles, règlements et procédures dans les 2 ans qui ont suivi la demande, sans quoi il sera obligé d'examiner cette demande, y compris en l'absence de code minier. En procédant ainsi, TMC a pu mettre sous pression l'AIFM afin qu'elle se dépêche d'adopter un code minier. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu. Étant donné l'opposition de nombreux États à toute exploitation des fonds marins, tant qu'on ne connaît pas mieux ces derniers et les risques qui pèsent sur eux, l'AIFM n'a pas réussi à trouver un compromis depuis. C'est dans ce contexte qu'est intervenu en avril dernier un tournant majeur.
N'ayant pas envie d'attendre l'approbation de la communauté internationale pour commencer son exploitation, Gerard Barron s'est tourné vers les États-Unis de Donald Trump pour contourner l'AIFM. Le président américain a alors signé un décret le 24 avril 2025 qui demande au secrétaire au commerce d'accélérer l'examen de candidatures et la délivrance de permis d'exploration et d'extraction de minéraux au-delà des juridictions américaines. Cette décision est évidemment contraire au droit international, puisque la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dit très clairement qu'aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droit souverain sur une partie quelconque de la zone internationale ou de ses ressources, et que la zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité. Mais alors pourquoi certains États comme les États-Unis, mais aussi la Norvège, la Chine ou bien le Japon, veulent-ils à tout prix se lancer dans une exploitation à grande échelle des fonds marins et des nodules polymétalliques? Pour comprendre, il faut se pencher de plus près sur la composition de ces fameux nodules que l'on trouve au fond des océans. On y retrouve différents métaux tels que du manganèse, du nickel ou encore du cobalt. Ces minerais sont essentiels pour fabriquer les batteries de nos téléphones, de nos voitures électriques, mais aussi pour l'armée, les énergies renouvelables et tout un tas d'autres technologies. D'où le fait que Donald Trump martèle à plusieurs reprises que ces minerais sont critiques pour l'économie et la défense américaine, dans le décret signé en avril dernier. Notre économie capitaliste contemporaine a donc entamé une transition numérique et énergétique qui nécessite une quantité de métaux colossale. La demande globale en minerais devrait être multipliée par 2 d'ici à 2030 et par jusqu'à 3,5 d'ici à 2050, même si cela varie selon les métaux concernés. Cependant, deux éléments importants ont été soulevés dans de nombreux médias. D'abord, les réserves terrestres suffisent pour couvrir la demande en métaux pendant encore des décennies. Ensuite, l'exploitation des fonds marins est risquée et probablement peu rentable, contrairement aux mines terrestres qui, elles, sont bien maîtrisées de longue date. Alors une question reste en suspens. Pourquoi cet engouement pour les grands fonds? Pour répondre, il faut analyser plus en profondeur le capitalisme contemporain et le contexte géopolitique actuel. Et une partie de la réponse se trouve directement dans le décret signé par Donald Trump. Les États-Unis sont confrontés à des défis économiques et sécuritaires sans précédent pour garantir un approvisionnement fiable en minéraux essentiels, indépendamment du contrôle des adversaires étrangers. Il faut notamment contrer l'influence croissante de la Chine sur les ressources minérales des fonds marins. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine domine les chaînes d'approvisionnement mondiales en métaux, comptant pour environ 70% du marché de métaux raffinés, ce qui bouleverse les équilibres géopolitiques. Si au XXe siècle les Occidentaux dominaient le pétrole, aujourd'hui, dans une nouvelle révolution industrielle axée sur les métaux, c'est la Chine qui tient les rênes. Les États occidentaux cherchent donc à diversifier leurs sources pour réduire leur dépendance stratégique. Mais un autre facteur peut aussi expliquer cet engouement pour les fonds marins. Un facteur qui correspond à un changement dans le paradigme capitaliste, à une nouvelle conception du monde. Pour comprendre, il faut se référer à ce que le chercheur Arnaud Orin appelle le capitalisme de la finitude, une expression construite en opposition au capitalisme libéral dans lequel le libre marché garantit la croissance et la prospérité matérielle pour tous. Dans un article pour la revue Grand Continent, l'économiste explique que cette construction théorique et pratique est venue cependant se fracasser sur les limites écologiques de la planète. La raréfaction du vivant, des minéraux et des métaux, ainsi que les difficultés du recyclage, n'appellent aujourd'hui qu'une conclusion. Se lancer dans une compétition débridée à l'accaparement des dernières terres et plateaux océaniques disponibles. C'est le retour de la rareté. C'est cela qu'Arnaud Orin qualifie de capitalisme de la finitude. Ce cadre théorique nous permet alors de mieux comprendre les intentions des gouvernements et des dirigeants d'entreprises minières. Ce n'est pas parce qu'ils croient le monde infini qu'ils ouvrent toujours plus de mines, mais justement parce qu'ils savent qu'il ne l'est pas. Face à la rareté, le capitalisme pousse à exploiter chaque recoin, chaque ressource, jusqu'au dernier gramme, quitte à tout détruire. Dans ce contexte, les dirigeants de certaines puissances mondiales cherchent à tout prix à mettre la main sur les fonds marins, à partir d'une maxime simple, il n'y en aura pas pour tout le monde. On assiste alors au retour d'une logique coloniale assumée. Comme le résume Arnaud Orin, il ne s'agit plus seulement de contrôler les ressources à distance par des interventions militaires ou des accords inégaux, mais bien d'occuper directement les territoires. Les entreprises et les États cherchent donc de nouveaux espaces à exploiter. C'est pour cela que les fonds marins attirent les convoitises, des territoires prétendument vierges à coloniser. C'est aussi ce qui éclaire la volonté de Trump d'annexer le Groenland, riche en minerais, sans égard pour ses habitants. Pour justifier cette entreprise colonisatrice, les États et les entreprises qui veulent miner les fonds marins soutiennent que cette activité serait plus durable. We know those impacts are going to be a fraction compared to land-based alternatives. And so that's an exciting thing. Obviously, there's no impact on human settlements either. We don't generate waste or tailings. We only use a fraction of the amount of fresh water. So
you know, there are a lot of really positive things that are starting to come to light through our project. Les abysses représentent environ 50% de la surface de la Terre, pourtant nous ne les connaissons que très peu. À titre de comparaison, les fonds marins sont moins bien cartographiés que la surface de la Lune ou que celle des autres planètes de notre système solaire. À chaque expédition scientifique, de nouvelles espèces sont découvertes. Alors les scientifiques s'inquiètent. Comment pourrait-on détruire quelque chose que l'on ne connaît même pas? À plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres de profondeur sous l'eau, la lumière et les nutriments sont quasiment inexistants. Il faut alors des millions d'années pour que la vie se développe et se diversifie. Pourtant, il existerait environ 10 millions d'espèces qui vivent dans ces profondeurs et nous n'en connaissons que 10%. C'est dans cet environnement, à plus de 4000 mètres de profondeur, que des entreprises comme The Metals Company projettent d'envoyer d'immenses machines, faisant 2 à 3 fois la taille d'une moissonneuse-batteuse pour récolter les nodules polymétalliques. En détruisant le fond des océans, les espèces benthiques, c'est-à-dire celles qui vivent dans cet environnement, seraient probablement incapables de survivre tant leur renouvellement et celui de leur milieu est lent. Les nodules, qui servent d'habitat à cette faune, mettent près d'1 million d'années à croître d'à peine 1 à 3 mm. Une telle lenteur rend toute régénération impossible à l'échelle humaine. Les dommages écologiques seraient donc irréversibles. Mais les espèces vivant sur les fonds marins ne sont pas les seules menacées. Les écosystèmes pélagiques, c'est-à-dire toutes les espèces qui vivent dans la colonne d'eau entre la surface et le fond, seraient aussi gravement affectées. En creusant les fonds océaniques, les engins soulèvent d'immenses nuages de sédiments chargés en métaux, formant un panache qui peut se disperser sur des centaines de kilomètres. Une étude publiée le 24 juillet 2023 dans la revue Current Biology a montré l'ampleur de ces impacts. Après seulement 1h50 d'excavation sur une zone de 130 mètres, les scientifiques ont constaté des effets durables sur l'écosystème. Plus d'1 an après, la densité des animaux marins très mobiles, comme les poissons et les crustacés, avait chuté de 43% dans les zones touchées et de 53% dans les zones voisines. Enfin, l'exploitation minière pourrait avoir un impact majeur sur le réchauffement climatique, étant donné que les fonds marins stockent une grande partie des émissions de CO2 des activités humaines. Les océans absorbent 90% de l'excédent de chaleur produit par l'effet de serre, dont 43% rien que pour les fonds marins. En résumé, il suffirait de quelques années pour que l'exploitation minière des fonds marins perturbe l'ensemble des écosystèmes des océans, aggrave le réchauffement climatique et provoque la disparition d'espèces que nous ne connaissons même pas. Étant donné que les fonds des océans ont mis des millions d'années à se constituer, ces effets seraient probablement irréversibles. La conclusion scientifique est donc sans appel. Les fonds marins n'ont pas la capacité de supporter les activités humaines. Face à ces enjeux, la communauté scientifique et les ONG appellent les États à agir pour empêcher le démarrage de l'exploitation minière des grands fonds. Depuis 2022, les oppositions se multiplient. Le mouvement a commencé avec plusieurs États du Pacifique, qui seraient les premiers touchés par l'exploitation des fonds marins dans la zone Clarion-Clipperton. Puis sous la pression des ONG et des scientifiques, de nombreux États, dont la France, ont rejoint cette mobilisation. Mais cette volonté collective est fragilisée par la décision des États-Unis de contourner la IFM, en menant leurs propres explorations sans se soumettre aux règles établies au niveau international. Nous l'avons vu, l'un des principaux arguments avancés par Gerard Baron et d'autres pour justifier l'exploitation des fonds marins, c'est qu'elle serait plus vertueuse que les mines terrestres qui sont accusées de ravager l'environnement et d'exploiter des travailleurs dans des conditions inhumaines. Mais comme nous l'avons montré, extraire des métaux des grands fonds pourrait être tout aussi dévastateur pour la biodiversité, les océans et l'humanité. Ce choix entre ravager les terres et les océans est donc un faux dilemme. Remplacer un modèle destructeur par un autre ne protège ni la planète ni les droits humains. Il est donc temps de poser la question que cette classe capitaliste souhaite à tout prix éviter. Et si notre mode de production était tout simplement incompatible avec la survie de la planète, et donc avec notre propre survie? Enfin, au-delà des enjeux économiques et environnementaux, cette situation soulève une question éthique fondamentale. Les humains ont-ils seulement le droit de détruire l'environnement, de faire disparaître des espèces et de saccager une planète qui ne leur appartient pas? Si la réponse est non, alors le temps presse. L'histoire de Nauru nous rappelle qu'une fois qu'on a tout exploité et tout détruit, il est trop tard pour retourner en arrière.